C'est aujourd'hui que s'ouvre à Bruxelles le procès des Rouges-Gorges, du nom de cette maison de repos dans laquelle une résidente de 79 ans, Monique Wouters, est décédée le 16 avril 2020. Nous étions alors en pleine pandémie et cette dame, Arnaud, est morte sans avoir pu revoir ses proches. Oui, et c'est son fils qui est en fait à l'initiative de ce procès, Julie. Il a déposé plainte contre la directrice de la maison de repos, car selon lui, si sa mère n'avait pas été maltraitée, privée de toute visite durant la crise, elle ne serait pas décédée aussi rapidement. Alors ce procès fait l'objet d'une attention très particulière, car au-delà de ce cas dramatique, c'est un peu l'ensemble des mesures adoptées durant la crise qui seront questionnées. Il sera certainement question de leur légitimité, mais aussi de leur proportionnalité. La mort de Mme Wouters est-elle une conséquence dramatique des mesures décidées dans l'urgence? Ces mesures étaient-elles manifestement disproportionnées? La directrice de la maison de repos peut-elle être tenue responsable carrément de la mort d'une résidence? Eh bien, ce sont ces questions-là qui vont se poser. Oui, voilà quelques-unes des questions auxquelles le tribunal correctionnel devra répondre pour se prononcer sur la culpabilité ou non de Madame Deroy, la directrice de l'établissement. Réponse dès ce soir. Mesdames et messieurs, le tribunal. Asseyez-vous. Je déclare ouverte cette audience du tribunal de première instance de Bruxelles, 3e chambre correctionnelle. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que le tribunal que j'ai l'honneur de présider a notamment pour mission de juger les auteurs des délits qui sont prévus par notre code pénal. Je compte mener à bien cette lourde tâche avec toute la rigueur et la détermination qui s'imposent. Notre but ce soir est de faire toute la lumière sur des faits graves et d'en établir les responsabilités, dans le strict respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable. L'objectif qui est le nôtre est de rendre la justice, de dire la vérité judiciaire, dans cette affaire qui oppose Madame Deroy à Monsieur Wouters. Et pour ce faire, et de façon tout à fait exceptionnelle ce soir, le tribunal que je préside ne sera pas seul. En effet, pour ce procès, il est fait appel à la société dans son ensemble, c'est-à-dire vous. Monsieur le Président, excusez-moi, mais sauf votre respect, je vous rappelle que vous concernant, on parle de magistrature assise, pas debout, assise. Madame la greffière, oui. Je connais le job. D'accord. Mais ce soir, nous tordons la forme. Pour une fois que nous avons du public. Permettez que je m'adresse à eux, tel un comédien de théâtre. Oh, très bien, très bien. Alors je fais comme vous, Monsieur le Président. J'ai toujours rêvé d'être comédienne, moi. Bonjour. Bien, voyez-vous, Madame la greffière, c'est... Comment dire? Je préférerais ne pas vous avoir en avant-scène avec moi. Ah bon? Ça me gêne un peu. Très bien, très bien, très bien. Voilà, il n'y a pas de problème. Bon, si vous êtes debout au lieu d'être assis, je suppose que ça veut dire que ce procès n'est pas un procès comme les autres, Monsieur le Président. En effet, Madame la greffière, en effet. Mesdames, Messieurs, le rôle qui est le mien est de diriger les débats de manière objective et impartiale, mais aussi de veiller au calme dans ce tribunal. Le premier acte fort que vous avez à poser est de vous séparer de votre téléphone pendant 1h30. Monsieur le Président, alors je sais, vous n'êtes pas de la génération Insta, mais personnellement, j'ai quelques milliers d'abonnés qui vont être très inquiets si je me désabonne, enfin si je me déconnecte. Et d'ailleurs, j'avais pensé faire un live, je sais pas... Ces précisions étant faites, le rôle le plus important, celui de juger, ne m'est pas dévolu ce soir. De façon tout à fait exceptionnelle. C'est vous qui allez décider de la sentence. Vous qui choisirez d'acquitter ou de condamner Madame Deroy. Vous avez en effet reçu 2 cartons en entrant, l'un rouge, l'autre vert.
Si vous souhaitez condamner Madame de Roy, vous brandirez le carton rouge. Si vous estimez que la prévenue est non coupable, vous brandirez le carton vert. Et vous devrez faire cela avec tout le sérieux qu'implique l'œuvre de justice, en votre âme et conscience. Bien, toutes ces choses étant dites, et pour que la soirée se passe au mieux, je demande à Madame la greffière de vous dire le déroulé du procès. Bien, bien. Alors, on vous l'a dit, ce soir, on tord un peu la forme, donc les juristes dans l'Assemblée, on se détend. Hein? On inspire, on expire. Tout va bien se passer. On est en correctionnel, mais on vous propose un déroulé un peu différent. 1. Interrogatoire de Madame de Roy et Monsieur Wouters. 2. Nous entendrons le rapport du juge d'instruction. Ensuite, les témoignages de Céline Nieuwenhuis et Marius Gilbert. En 4e lieu, nous entendrons la plaidoirie de Maître de Man, ensuite le réquisitoire du procureur et pour terminer, la plaidoirie de Maître Anglebert. J'ai bien fait ça, monsieur? Je vous félicite, Madame la greffière. Bien. Avant de commencer, Monsieur le procureur, pouvez-vous nous rappeler les charges que vous avez retenues contre Madame de Roy? Bien entendu, Monsieur le Président. Nous poursuivons Madame de Roy pour 2 chefs d'accusation. Traitement dégradant et homicide involontaire. En effet, Madame Wouters, la mère de Monsieur Wouters, résidente de la maison de repos dirigée par Madame de Roy, a été abandonnée dans sa chambre, laissée sans soins, déshydratée et privée de tout contact humain alors qu'elle était dans un état dépressif grave, ce qui a entraîné sa mort. Nous poursuivons donc Madame de Roy pour traitement dégradant et homicide involontaire sur la personne de Madame Wouters. Merci, Monsieur le procureur. Passons maintenant à l'interrogatoire de la prévenue. Madame de Roy, si vous voulez bien vous lever et vous présenter brièvement. Je m'appelle Sophie de Roy, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, l'une de 16 ans et l'autre de 12 ans. J'ai un diplôme d'infirmière et de gestion et je travaillais en tant que directrice de la maison de repos Les Rouges-Gorges. Je vous remercie. Pouvez-vous nous dire si vous étiez présente le jour où Madame Wouters a perdu la vie? Oui, j'étais là. Nous étions en sous-effectif, nous parions plus pressés. Les visites étaient-elles interdites? Oui, c'était le début de la crise du Covid-19. Les mesures d'urgence étaient très strictes. Il s'agissait d'isoler les personnes âgées pour les protéger. Elle n'avait même pas droit à la visite d'un seul membre de sa famille? Non, pas au début, non. Madame Wouters nous a quittés avant l'assouplissement de ses règles. Que s'est-il passé ce jour-là, le 16 avril 2020? Eh bien, nous faisions notre travail comme on pouvait. On filait d'une chambre à l'autre pour distribuer les repas. Nous devions nous désinfecter entre chaque chambre, changer les masques, les gants. C'était déjà pas évident en temps normal, mais avec la pandémie, c'est devenu de plus en plus compliqué. Les protocoles de soins avaient été adaptés? Oui, bien sûr. Il ne s'agissait pas qu'un soignant ou qu'un résident tombe malade. J'ai déjà assez peu de personnel comme ça. Je ne comprends pas. Vous parlez comme si vous-même étiez alors au four et au moulin, si vous me passez l'expression. Vous êtes directrice, n'est-ce pas? Oui, je le suis. Mais quand l'équipe est en sous-effectif, que l'une est en quarantaine ou que l'autre est en congé maladie prolongé pour burn-out, eh bien, il faut bien mettre les mains dans le cambouis, Monsieur le Président, si à votre tour vous me passez l'expression. Donc, vous faites également le travail des infirmières et des aides-soignantes? Oui, et aussi l'administratif, la gestion des ressources humaines, et même enlever les feuilles mortes sur le toit, sinon ça bouche les gouttières et alors il pleut dans le bâtiment pendant l'hiver. On peut dire que je suis polyvalente. Je n'ai pas vraiment le choix. Revenons-en aux faits, la mort de Madame Wouters. Je lis dans le rapport du médecin légiste qu'elle pourrait être morte de mélancolie dans un état catatonique. Je confirme. Cela faisait plusieurs semaines qu'elle ne nous adressait plus la parole. Elle refusait de manger. Et était-elle bien hydratée?
Je vous demande pardon. Non, on a constaté après son décès qu'elle ne l'était pas. Elle avait besoin d'aide pour manger et boire, mais les équipes étaient débordées. Vous reconnaissez qu'elle était déshydratée au moment de sa mort? Je le reconnais. Vous saviez aussi qu'elle était dans un état de mélancolie profonde et vous n'avez rien fait pour lui venir en aide? Je n'avais pas le temps, Monsieur le Président. Vous n'aviez pas le temps. Mais... Vous comprenez qu'on parle d'une femme décédée des suites de mauvais traitements de la part du personnel que vous aviez sous vos ordres? Vous comprenez ce que cela signifie? Oui, je comprends. Mais je n'aurais pas pu faire autrement. J'ai fait ce que j'ai pu. Vous reconnaissez donc, Madame de Roy, face au public ici présent, avoir laissé mourir Madame Wouters dans une chambre, seule et isolée de tous? Vous avez le droit de garder le silence. Je pose la question une dernière fois. L'avez-vous laissé mourir, oui ou non? Peut-être. Mais ce n'était pas ce que je voulais. Je suis désolée, Monsieur le Président. Je ne voulais faire de mal à personne. Je suis désolée, Monsieur Wouters. Désolée de ce qui vous arrive. C'est terrible, je sais, mais je ne peux pas faire une dépression à chaque résident qui s'en va. Sinon, je ferai plus ce métier. C'est une maison de repos, pas une crèche. On n'a pas le choix que de s'endurcir avec les années. Mais c'est parce que j'ai respecté ces mesures strictes de confinement que j'ai eu très peu de cas et de décès dans mon établissement. Ces mesures qui ont isolé Madame Wouters, c'était là pour sauver des vies. Et il fallait les respecter pour éviter le pire. Madame de Roy, je vous prie de vous adresser au tribunal que je préside et non à la partie civile. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais à présent entendre Monsieur Wouters et sa version des faits. Veuillez vous présenter, Monsieur Wouters. Je m'appelle Frédéric Wouters, je suis le fils de Madame Wouters qui est décédée dans la maison de repos des Rouges-Gorges. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer les circonstances du décès de votre mère? Oui. Elle est décédée le 16 avril 2020. Elle allait avoir 80 ans. Et elle n'avait aucune maladie grave. Pourquoi avoir décidé de la placer en maison de repos? Au début, je ne voulais pas, mais maman a commencé à souffrir d'une forme très bénigne de démence sénile. Et moi, je ne pouvais pas m'occuper d'elle. Vous savez, je travaille comme serveur dans un restaurant, j'ai des horaires décalés. Et puis, mon père étant lui aussi décédé il y a quelques années déjà, il n'y avait personne pour la prendre en charge. Voilà. Pourquoi avoir choisi les Rouges-Gorges comme maison de retraite? C'était près de chez moi. Et puis, c'était pratique pour aller lui rendre visite tous les 2 jours environ. Et puis, surtout, c'était payable. Surtout ça. Et les soins étaient-ils adaptés? Étiez-vous satisfait des services? Globalement, oui. Je savais bien que les infirmières manquaient de temps. Elles faisaient aussi ce qu'elles pouvaient. Pour être franc, c'était loin d'être parfait. Les résidents abandonnés dans leur chambre, les repas oubliés, les médocs distribués comme des bonbons, mais ça passait, parce que j'étais là très souvent, alors je veillais au grain, comme on dit. Mais par contre, quand la pandémie est arrivée, là, ça passait plus du tout. Comment cela? Les mesures étaient très strictes, Monsieur le Président. Il n'y a pas de visite, il n'y avait pas de contact entre les patients, il n'y avait pas d'activité et pas de sortie. Pour protéger les résidents, il n'y avait pas une seule visite autorisée, Monsieur le Président. Pas une. Et même quand la personne décline et qu'elle est au bord de partir, pas une visite. Rien. Voilà, du coup, les seules visites, les seuls contacts, c'était les infirmières habillées en cosmonautes. Il n'y a pas de câlin, il n'y avait pas de main dans la main, il n'y avait pas de... Je sais pas, il n'y avait pas de main sur l'épaule pour lui promettre que tout allait bien se passer. Il n'y avait aucun contact humain, Monsieur le Président. Aucun contact humain.
N'importe qui mourrait de ça. Mais ces mesures étaient les mêmes dans toutes les maisons de repos. Peut-être bien, j'en sais rien. J'en sais rien. Et vous comprenez que ces mesures étaient imposées par les autorités régionales à l'époque. Oui, oui, bien sûr que oui, bien sûr. Mais elle aurait pu décider de ne pas y obéir. Je suis confus, Monsieur le Président, mais quand une loi est injuste, on s'assied dessus. Voilà. Duralex, c'est de l'ex. Oh non, non, Je vous demande pardon, Madame la greffière. non, non, je dis non, pas du latin, Monsieur le Président. Et moi, je parle latin. Mais J'aime personne bien ne le parle latin. latin, oui. Non, mais c'est pas un bon procès sans une bonne phrase en latin. Ok. Soit. Pouvez-vous nous expliquer les circonstances du décès de Madame Waters? Petit à petit, son état s'est dégradé, voilà. Et comment le saviez-vous, étant donné que vous ne pouviez pas la visiter? Vous avez raison, je ne la voyais pas. Mais par téléphone, je comprenais bien qu'elle allait mal. En fait, je lui ai offert un smartphone pour qu'on puisse se téléphoner et se voir. Mais elle parlait quasi plus. Et puis, je pense qu'elle ne supportait pas ces appels téléphoniques, ces appels vidéo, pardon. Elle me donnait la sensation de ne pas comprendre que j'étais vraiment là de l'autre côté du téléphone. Ouais. Et puis voilà, son état s'est dégradé petit à petit. Et puis un jour, elle est partie. Elle est... Oui, Elle pleurait, votre maman? Monsieur le Président, j'ai vu ma mère pleurer davantage en 2 semaines que durant l'entièreté de sa vie. Vous savez, Monsieur le Président, ma maman, elle était danseuse. C'était une grande danseuse. C'était une artiste. Elle avait la vie en elle. Ça brûlait à l'intérieur. Et ensuite, vous disiez que son état s'était dégradé. Mais oui, mais après, elle n'a plus voulu me téléphoner. Dans son dernier appel, elle m'a reproché de l'avoir enfermée là. Alors, évidemment, les infirmières, on ne pouvait pas les obliger à... On ne pouvait pas l'obliger à accepter mes appels, évidemment. Et puis, elle est partie. Monsieur le Président, elle est morte de tristesse et de mélancolie. Et de solitude, Monsieur le Président, parce qu'elle n'avait aucune maladie grave. Elle est morte parce qu'il n'y avait plus personne pour l'aimer. Voilà. Elle est morte parce que cette femme-là a décidé que je ne pouvais plus la voir. Alors que son état s'aggravait de jour en jour. Je vous ai téléphoné tant de fois, madame, tant de fois pour vous dire mon inquiétude. Vous n'avez rien fait. Rien. Mais ce n'était pas de ma faute, monsieur Wouters. Vous savez très bien que ce n'était pas de ma faute. Madame, Mais de mon côté aussi, la douleur est vive. Vous croyez que je n'ai pas le cœur brisé d'être assise là, sur le banc des accusés, alors que je donne ma peau tous les jours pour que cet établissement fonctionne, pour que les résidents se sentent soignés, aimés, pour que les infirmières ne flanchent pas de fatigue ou d'épuisement moral. Madame. Non, je ne me tairai pas. C'est mon honneur de soignante qui est bafoué ici. Ma dignité, ma profession, mon engagement. Ce n'est pas moi qui ai décidé d'interdire les visites. Ce n'est pas moi qui ai répandu un virus mortel à travers le monde. Moi, j'ai juré d'aider à vivre. Et c'était ça, ma vocation. Je n'ai rien à faire ici. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai obéi. Ces mesures étaient là pour aider à vivre. Et moi, c'est ça ce que je voulais. Aider à vivre. Je ne suis coupable d'aucun crime. ce n'est pas à vous d'en juger, Madame de Roy. Et je vous ai déjà dit de ne pas vous adresser directement à la partie civile.
De toute façon, je savais bien que ça se passerait comme ça, Monsieur le Président. Encore une fois, ce sera la faute à personne. Mais qui va me rendre ma mère? Qui va effacer la peine et la douleur? Et qui va me rendre justice? Monsieur le Président, la famille n'a même pas pu assister aux obsèques. Je me suis retrouvé tout seul à pleurer ma mère. Vous trouvez ça normal, vous? Le respect des morts, ça dit quelque chose à quelqu'un dans ce tribunal? Je vous prie de vous asseoir tous deux. Un peu de calme ne fera de mal à personne. Il est à présent temps de revenir sur l'enquête pour que le jury puisse se faire une religion sur l'affaire dans le détail. La juge d'instruction est en quarantaine. Pardon? La juge d'instruction, elle revient de Lanzarote. Et? Mais donc elle est en quarantaine. Vous savez, Lanzarote, pour le moment, c'est zone rouge. C'est comme Marseille, la Grèce, l'île de la Réunion. Oui, enfin, ça va, j'ai compris. Mais donc, c'est le médecin légiste chargé de l'expertise que nous allons appeler à la barre. Ah, mais ça, c'est une bonne idée, Voilà. ça, Madame la greffière. Ouais. Il va pouvoir nous expliquer les causes précises du décès de Madame Wouters. Voilà. Donc, docteur Michelet, merci de nous faire rapport de votre expertise. Merci, monsieur le juge. Ah non, on dit monsieur le président, pas monsieur le juge. Merci, Madame la greffière. De rien, monsieur le président. Madame la greffière. Monsieur le président. Je vous en prie. Merci. Alors, l'autopsie sur le corps de Madame Wouters a été réalisée le 17 avril 2020. L'examen externe n'a révélé aucune trace de maltraitance ou de violence. En revanche, nous avons observé un certain état de déshydratation. À quel point était-elle déshydratée? Oui, ça, je ne peux pas vous répondre précisément, parce qu'il faut savoir que la déshydratation chez les personnes âgées est un phénomène très fréquent. Et ce, pour deux raisons. La première, c'est que leur réserve en eau est très limitée. Et la deuxième, c'est que chez ces personnes de cette tranche d'âge, eh bien, elles perdent peu à peu la sensation de soif. Donc, le réflexe de boire. Ce qui me fait dire, en fait, que le risque de déshydratation chez les personnes âgées est aussi grand que chez les nourrissons. Mais vous ne pouvez pas nous dire si la déshydratation est la cause de la mort et si la déshydratation a été imposée ou choisie par Madame Wouters. Alors, en tant que médecin légiste et en face d'un corps déshydraté, je suis incapable de faire la différence entre une privation volontaire et une privation provoquée par un tiers dans un but homicide. Bien. Que nous révèlent alors les prélèvements sanguins et d'urine? Eh bien que Madame Wouters prenait quotidiennement de l'escitalopram et du lormétazépam. Pardon? L'escitalopram est un antidépresseur. Vous m'étonnerez toujours, monsieur le président. Bon, je n'ai aucun mérite, j'en prends depuis 15 ans. C'est exact, oui, voilà. C'est aussi un anxiolytique, par ailleurs. Quant au lormétazépam, bien, c'est un antidépresseur qui est régulièrement consommé par les personnes âgées dans les maisons de repos. Mais ça n'explique toujours pas la cause du décès, docteur. Oui, alors j'y viens. L'anatomopathologie, Pardon? L'anatomopathologie. J'ai vu un tuto là-dessus, c'est génial. C'est le prélèvement sur certains organes pour les analyser ensuite au microscope. eh ben Voilà. ça permet de constater d'éventuelles pathologies qui expliqueraient la mort soudaine de Madame Wouters. Cette anatomopathologie ne permet pas d'expliquer le décès de Madame Wouters. Donc, Madame Wouters ne souffrait d'aucune déficience. Et donc? Eh bien donc, je ne peux pas expliquer la mort de Madame Wouters. Non, ben, ça valait bien la peine de nous donner toutes ces explications. Merci. La médecine légale est une médecine objective. Hein. Nous n'avons que faire des suppositions. Cependant, si vous me permettez, Monsieur le Président, j'aimerais avancer une hypothèse. C'est celle du syndrome de glissement. Mais, je répète, hein, il s'agit d'une hypothèse. Le syndrome de glissement, dites-vous. Voilà. Alors, le décès de Madame Wouters pourrait s'inscrire dans le cadre du syndrome de glissement, qu'on appelle aussi suicide inconscient. Il faut savoir qu'habituellement, ce syndrome touche 4% de la population gériatrique hospitalisée. Or,
Oui, mais comment sait-on qu'une personne est atteinte de ce syndrome de glissement? Alors, concrètement, cela se caractérise par un changement de comportement soudain chez la personne, accompagné d'une perte importante d'autonomie. Ce qui veut dire qu'une personne, même parfaitement autonome, peut ainsi perdre du jour au lendemain le goût de la vie. Alors elle refuse d'exécuter les gestes essentiels du quotidien, Comme manger, se laver? ou même se lever, alors que cette personne était parfaitement capable de le faire avant l'apparition du syndrome, d'où le nom d'ailleurs, syndrome de glissement. Alors, cette perte d'autonomie n'est au départ pas physique. Alors vous vous rendez bien compte que cette déficience mène peu à peu à une réelle dépendance vis-à-vis d'un tiers. Et vous pensez que cela a pu arriver à Madame Wouters? Écoutez, selon le personnel soignant, Madame Wouters a connu une perte importante d'autonomie au moment de l'arrêt des visites, suivie d'une rapide dégradation de son état de santé mentale entre la fin mars et le 16 avril 2020. Alors on peut en conclure que Madame Wouters a connu ce syndrome de glissement. Et cela a pu entraîner la mort? Ah oui, les études psychiatriques le prouvent. Si la personne ne fait pas l'objet d'un suivi et d'une attention particulière, eh bien, une dépression grave à un âge avancé peut réellement mettre la vie en danger. Mais elle ne s'est pas suicidée? Ah non, 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 ça c'est une certitude. Merci, docteur. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non, j'en ai terminé. Je vous remercie. Nous allons à présent entendre à la barre 2 témoins pour éclairer nos débats. Madame Céline Nienhuys, secrétaire générale de la Fédération des services sociaux, et Monsieur Marius Gilbert, épidémiologiste à l'Université libre de Bruxelles. Commençons par vous, Madame Nienhuys, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc effectivement, je suis secrétaire générale de la Fédération des services sociaux. Pour rendre les choses simples, c'est un peu une fédération des travailleurs sociaux. Et par ailleurs, pendant la première vague de la crise, j'ai été appelée avec d'autres pour constituer un groupe d'experts pour aider à penser le déconfinement. Monsieur le Président, vous me demandez de partager ici un peu mon ressenti, mon expérience à partir de ma lunette sociale. Je vais le faire donc aujourd'hui avec vous. Et peut-être commencer par dire qu'on reconnaît ici encore l'impréparation qui qualifie cette crise. Mais il faut savoir que l'impréparation ne se situe pas à tous les niveaux. En 2006, le secteur des maisons de repos a déposé au gouvernement une série de recommandations en vue d'une éventuelle épidémie de maladies infectieuses. Ces recommandations resteront lettre morte. Il faut dire que la vieillesse et tous les enjeux qu'elle soulève, dans une société qui est dominée par une logique financière et de rentabilité, constituent en fait rarement une priorité. Sauf peut-être quand on y perçoit l'opportunité de la rentabilité. Et c'est bien là que le bât blesse. Il faut savoir qu'en Belgique francophone, 60% du secteur des maisons de repos a été privatisé, privilégiant du coup la satisfaction des actionnaires à celle des pensionnaires et de leurs familles. Mais il n'y a pas de secret. Le secteur de l'humain coûte et le retour de l'investissement se mesure rarement dans des tableaux Excel. Nous y voilà, les tableaux Excel. Nous sommes le 10 avril 2020. Le groupe d'experts, le GIZ, se réunit pour la première fois à la Banque nationale de Belgique. Nous sommes 10, assis à distance les uns des autres, dans un énorme amphithéâtre. Il y a les experts de la santé, dont Marius qui est ici présent, les experts de l'économie, le directeur de la Banque nationale, et Johnny, le patron des patrons. Il y a une juriste de la Commission européenne et moi pour représenter le social. Lors de cette première réunion, introduit au pied de biche par Johnny, c'est le bureau de consultants McKinsey qui va être désigné pour être notre service support. Préparation des ordres du jour, compilation des informations, recherche, rédaction des PV, simulation financière. En fait, leur force de travail est très très importante, de jour comme de nuit, dans toutes les parties du monde, d'ailleurs. Mais leur expertise est bien celle de l'économie. Et ils font avancer les revendications
des secteurs marchands au pas de course. Les chiffres des pertes financières, les chiffres de la remise au travail, les chiffres des contaminations, le nombre d'hommes et de femmes qui resteront au télétravail, le nombre d'hommes et de femmes qui seront dans les transports en commun, le nombre de lits disponibles, le nombre de personnes en soins intensifs, le taux de reproduction du virus, tout se chiffre, tout se calcule. Et qu'est-ce qu'on fait du reste? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces situations inhumaines qui sont en fait inchiffrables? Les familles qui craquent, les travailleurs des pouponnières qui ont dû ramener les bébés à la maison, les enfants et les ados porteurs de handicap dont l'école ou l'institution a fermé, les personnes incarcérées, coupées des contacts avec leurs familles et parfois avec leurs enfants, les sans-abri, sans espace pour se confiner, les sans-papiers du parc Maximilien et les personnes âgées, insoutenablement isolées. J'ai bien tout ça en tête. Oui, j'ai bien entendu. Oui, je vais faire remonter. Oui, c'est absolument inhumain. Oui, je fais remonter. Oui, j'ai bien entendu. Et puis vient le jour où, prise dans cette tyrannie de l'efficacité, je m'entends dire: vous savez me chiffrer cette problématique? Non, évidemment. Alors, est-ce que je pourrais vous demander, pour vous, quelle serait la solution? En un mot, une phrase, 5 lignes, 5 bullet points. En fait, je n'ai pas vraiment le temps de traiter plus d'informations, et les ministres non plus d'ailleurs. Les rapports doivent être courts, efficaces, concis et orientés solutions. Ça me creuse, ça me crame, ça me bouffe la nuit. Alors je vais faire comme les autres, construire un grand bouclier et maintenir la distance. Sur le terrain des maisons de repos, c'est la survie. Les travailleurs dénoncent la désorientation de la santé physique et mentale des résidents, la réduction de leurs fonctions cognitives, la tristesse, la dépression, la peur, la colère aussi. Leurs nuits à eux sont bien plus chahutées que les miennes d'ailleurs, comme celles des résidents et de leurs proches. Cela ne fait aucun doute. Il manque cruellement un système efficace de consultation depuis le terrain jusqu'aux décideurs. À tous les étages, la gouvernance patauge. Ça aurait pu être pire? Certainement. Ça aurait pu être mieux, sans aucun doute. Est-ce que, pour chacune des propositions, le gouvernement prend le temps d'en mesurer l'applicabilité sur le terrain? Est-ce que les travailleurs de terrain sont suffisamment consultés? Lorsque la question s'invite à notre table, on sent la crainte de l'inefficacité. Et l'urgence est telle que c'est compréhensible. L'attention est avant tout portée par des mesures générales, lisibles et efficaces pour éviter les contaminations. Mais qu'en est-il de l'intérêt supérieur du résident? Qu'en est-il des mesures qui, théoriquement, tiennent la route, mais en pratique, sont disproportionnées, inhumaines, discriminatoires? C'est exactement ce que décrit Luc Boltanski quand il parle de cette distance entre système et monde vécu. Le rapport d'Amnesty International sur la question l'illustre à 3 égards. Alors, premièrement, les décisions non concertées. Vous vous souvenez peut-être de cette décision du Conseil national de sécurité qui autorise à nouveau les visites dans les maisons de repos. Ni les acteurs de terrain, ni même les ministres compétents n'ont été consultés. Sur le terrain, personne n'est prêt. Il aura fallu attendre encore quelques jours, voire quelques semaines, pour que les visites puissent effectivement reprendre. Un deuxième point, ce sont ces lignes directrices, parfois totalement contradictoires. Et je vous partage ici le témoignage d'un directeur de maison de repos. S'il n'était pas prouvé que les résidents avaient le Covid, nous n'étions pas autorisés à utiliser l'équipement de protection. Mais il était impossible de le prouver, parce que nous ne pouvions pas faire de tests. De plus, faute de pouvoir être testés dès l'apparition de symptômes, de nombreux membres du personnel ont contacté leur médecin traitant, qui par précaution les a écartés en leur délivrant un certificat médical. Ça nous amène au 3e point, des situations littéralement hors normes liées à la pénurie de personnel. Je vous partage ici le témoignage d'une aide-soignante. Au début du mois d'avril, c'est devenu l'enfer dans notre maison de repos. Dans l'équipe, nous étions plusieurs à éprouver un sentiment de honte
de ne pas pouvoir soigner les résidents comme il le fallait. Même donner à boire régulièrement était devenu difficile, vu le nombre élevé d'absents parmi le personnel soignant. Face à un tel décalage, quelle marge de manœuvre, me direz-vous? Eh bien, finalement, c'est la débrouille et surtout la désobéissance qui a sauvé le secteur non marchand. Trouver des équipements dans son entourage, accepter des bénévoles pour des tâches dites risquées, autoriser des visites dites interdites, continuer le travail alors que le secteur est qualifié de non essentiel, héberger même s'il n'est pas conseillé. Ces nombreux travailleurs et bénévoles qui se sont investis plus que de raison, par professionnalisme et par civisme. Monsieur le Président, voilà ce qu'il se passe lorsqu'on marchandise un bien aussi fondamental que la santé de nos aînés. Voilà ce qu'il se passe quand l'aide informelle, bénévole, non structurelle est devenue indispensable depuis de trop nombreuses années pour tenir l'équilibre institutionnel et le bien-être des résidents. Nous espérons que cette crise fera douter nos politiques des bienfaits de la privatisation et du sous-financement des institutions qui prennent soin des autres, de nos aînés et des personnes fragiles en général. La Norvège a récemment opéré ce tournant après avoir constaté que les promesses de la privatisation du secteur des aînés étaient loin d'être aussi belles et réelles que leur magnifique dépliant de publicité, concluant que certains services sont effectivement beaucoup trop importants que pour être confiés à des entités commerciales. Le gouvernement a donc repris la main sur la gestion du secteur. Eh bien, je vais vous dire, je pense que chez nous aussi, il est temps de sortir de cette logique de linéarité qui consiste à faire toujours du même quand tout nous appelle à rebattre les cartes. Il est temps de préparer et d'anticiper. Cette crise n'est probablement qu'une grande répétition générale. Assurons-nous qu'à la prochaine tempête, qu'elle soit sanitaire, climatique ou sociale, nous partirons sur d'autres bases. Merci. Je vous remercie beaucoup, Madame Nienhuys. La parole est à présent à vous, Monsieur Gilbert. Nous vous écoutons. Je vais donc me présenter. S'il vous plaît. Je m'appelle Marius Gilbert, je dirige le laboratoire d'épidémiologie spatiale à l'ULB et je suis aussi directeur de recherche du FNRS. Et l'épidémiologie, c'est une discipline qui s'intéresse aux maladies, à leur fréquence, à leur distribution dans l'espace et dans le temps pour essayer d'en comprendre les déterminants. On travaille à la fois sur des maladies chroniques ou sur des maladies épidémiques et malheureusement comme l'épidémie qu'on vient de connaître. Alors comme l'a souligné Céline dans son témoignage, j'ai rejoint le groupe d'experts pour l'Exit Strategy et j'y ai trouvé, j'avais l'impression comme ça de l'extérieur qu'on avait un système qui fonctionnait très très bien et puis on s'est rendu compte assez vite qu'on avait un système très complexe auquel on devait faire face, où toute la décision, y compris la décision qui nous concerne aujourd'hui, a été prise par un enchevêtrement comme ça de comités d'experts de différents niveaux de pouvoir. Le RAG, le RMG, le CNS, le Céléval, le Codeco, il fallait se retrouver un petit peu dans tout ça, ce n'était pas simple. Mais ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est essayer de définir un peu le périmètre scientifique, c'est-à-dire de bien comprendre quels sont les éléments et les faits scientifiques qui ont pu amener un groupe d'experts à recommander des mesures aussi humainement difficiles que celles qui ont amené à ce décès, peut-être. Alors, la première chose, c'est que c'est une maladie respiratoire à transmission par l'air qui est causée par un virus, ce virus SARS-CoV-2 qui cause ce Covid. Et cette transmission par l'air, alors au moment où nous parlons de cette épidémie, à ce moment-là, en avril, on n'est pas encore tout à fait sûr des mécanismes de transmission. Eh bien, une des conséquences est qu'une personne dans une pièce est susceptible d'en infecter d'autres, simplement par le fait qu'elle respire ou qu'elle parle, s'il n'y a pas de protection adaptée. Alors, la première caractéristique très importante dans le contexte qui nous occupe ce soir, c'est que c'est une maladie dont la gravité
augmente considérablement avec l'âge. Donc il faut bien se rendre compte que pour une personne de plus de 85 ans, le risque de faire des formes sévères et d'en décéder est 500 fois plus élevé qu'une personne de 20 ans et 5 fois plus élevé qu'une personne de 65. Donc les choses se dégradent très vite avec l'âge et c'est une augmentation non linéaire de la gravité en fonction de l'âge. Une deuxième caractéristique qui est très importante aussi, c'est que chez des personnes plus jeunes, et heureusement on s'en réjouit, mais c'est une conséquence importante, c'est que chez des personnes peu affectées par la maladie, ces personnes peuvent être des porteurs asymptomatiques, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas malades, qui ne ressentent pas le fait qu'elles soient malades, mais qui peuvent contaminer d'autres personnes sans le savoir. Et cette capacité à contaminer d'autres personnes, elle est très variable d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont contaminer 1, 2 personnes, voire moins. Et on a aussi assisté à des événements de ce qu'on appelle de supercontagion, dans lesquels une personne, apparemment sans symptômes cliniques apparents, avait pu contaminer 10, 20, 30, 40, 70, 80 personnes lors d'un seul événement de ce qu'on appelle de supercontamination. Et vous imaginez bien tous les dégâts qu'un tel événement pourrait causer dans une maison de repos qui est peuplée par des personnes vulnérables. Et le premier réflexe face à une maladie de ce type, c'est de se dire comment est-ce qu'on pourrait détecter ces personnes qui sont si dangereuses. Et c'est là tout le problème. C'est qu'au moment où cette épidémie arrive sur nous, on n'a pas suffisamment de tests qui permettraient de faire du dépistage systématique à la fois chez le personnel des maisons de repos et chez les visiteurs, puisqu'à ce moment-là, la capacité de testing est réservée aux hôpitaux pour que les hôpitaux puissent orienter les patients soit vers les zones Covid, soit vers les zones non Covid, de façon à ce qu'ils ne s'infectent pas les uns les autres. Donc il n'y a pas cette capacité de test. Et vers le 16 avril, on sort à peine d'une période durant laquelle il n'y avait même pas la garantie qu'il y ait des équipements de protection pour tout le monde. Il faut se rendre compte que dans un premier temps, les équipements de protection de base, les masques, les espèces de salopettes de papier, les chapeaux, les visières, il n'y avait pas tout ça. Donc l'approvisionnement s'est amélioré, mais il y avait une tension sur ces équipements. Et donc on n'était pas certain que toutes les maisons de repos avaient des équipements suffisants, y compris pour leur personnel. Et donc si vous ne savez pas détecter qui est susceptible d'en infecter d'autres, et si il y a une tension au niveau des équipements, la seule solution, c'est d'imposer des protocoles qui sont très lourds, très stricts, à la fois au personnel des maisons de repos pour qu'ils ne propagent pas la maladie d'une chambre à l'autre, et à la fois aussi, malheureusement, aux familles pour qu'elles ne fassent pas rentrer le virus dans une maison de repos où il pourrait donc avoir tout son pouvoir de nuisance. Et donc, cette interdiction qui pesait sur vous était à la fois pour protéger votre mère, mais c'était aussi pour protéger les mères, les pères de toutes les autres personnes qui étaient également dans cette maison de repos. Alors il faut aussi rappeler, je pense que c'est important, le contexte très très chaotique dans lequel tout ça s'est déroulé. Céline vient d'en faire l'exposé, avec beaucoup de peur de la part du personnel, de la part des personnes, le personnel qui avait peur d'être infecté par les pensionnaires eux-mêmes, avec une situation vraiment de chaos qui était un peu laissée à eux-mêmes, sans toujours des procédures très claires, avec des problèmes au niveau des équipements. Mais certaines maisons de repos s'en sont sorties néanmoins très bien, ont réussi ce pari, avaient des plans qu'elles avaient mis en place, avaient fait des plans contre les épidémies de grippe. Et en fond, c'était une interdiction de contacts physiques, pas nécessairement de contacts sociaux. Et dans certaines maisons de repos, le personnel a cherché à compenser un peu cette absence de lien qui était imposée par cette mesure, soit par leurs activités propres, soit en se mobilisant pour collecter des tablettes, pour essayer d'organiser des visios, pour essayer de compenser un petit peu, ou alors en amenant des pensionnaires aux fenêtres pour qu'ils puissent parler avec leurs proches. Donc il y avait aussi une capacité d'innovation, une capacité d'essayer de débrouillardise que les uns et les autres ont pu mobiliser, et je pense qu'il faut le mentionner également. Et puis le médecin légiste l'a rappelé, peut-être la déshydratation est une pathologie assez commune en maison de repos et de soins. Je m'étonne un petit peu qu'elle n'ait pas été diagnostiquée dans ce cas-ci. Et je me pose aussi un petit peu des questions sur le rôle qu'a pu jouer ou que n'a pas joué le médecin conseil de cette maison de repos-ci au niveau de son intervention ou de sa non-intervention.
Et puis, je voudrais peut-être terminer par un témoignage un peu plus personnel. Donc, après une chute, ma grand-mère a passé les 2 dernières années de sa vie dans une maison de repos. Et je ne suis pas tout à fait certain qu'elle aurait résisté à tout ça. Mais ça ne m'empêche pas de penser que durant cette crise, et singulièrement durant la première vague, qui a pris nos pays, beaucoup d'autres pays de court, nous avons cessé de naviguer entre des mauvaises solutions qui avaient pour vocation d'éviter des drames et qui en causaient d'autres, et que face à l'urgence, il s'agissait d'identifier les moins pires. Merci. Merci, Monsieur Gilbert. Nous allons à présent passer au cœur de notre procès et entendre les avocats en cette affaire. C'est la défense qui aura le dernier mot. La parole est donc à vous, Maître Deman Mukwege, en tant qu'avocate de la partie civile. Permettez, Monsieur le Président, que j'accroche le matériel. Je vous en prie. Tu peux m'aider? Voilà. On a besoin de micro, donc il faut qu'il tienne. Nous vous écoutons, Maître Deman. Je vous remercie, Monsieur le Président. Pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là pour répondre à une question simple et essentielle. Est-il normal? Autrement dit, peut-on, faut-il laisser mourir de faim, de soif, dans une totale solitude, une dame de 80 ans, dont on sait qu'elle est gravement dépressive et à laquelle on administre journellement, avec une régularité de métronome, des antidépresseurs et des somnifères? Voilà la question qui se pose ici et maintenant à vous. Pensez-vous qu'un gouvernement peut légitimement faire d'une infirmière une tortionnaire? Et cela au nom d'une prétendue loi qui déclare être élaborée pour précisément sauver cette vie qu'on massacre? Madame de Roy en est convaincue. Elle va jusqu'à interpeller Frédéric Wauters pour tenter de le rallier à sa cause. Ces mesures qui ont isolé Madame Wauters étaient nécessaires à la vie. Il fallait les appliquer pour éviter le pire. Nécessaires à toutes les vies, sauf à celle de Madame Wauters. Éviter le pire, sauf pour Madame Wauters. Comme vous le comprenez, nous sommes ici et maintenant au cœur du jugement, du moment de vérité qui décidera si nous acceptons de reconnaître que ce qui est en jeu au cœur de nos lois, de nos actes, est la sauvegarde de l'humain. Car nos actes sont de notre responsabilité, à tout un chacun, et qu'il dépend de notre liberté intrinsèque que ces actes affirment notre humanité ou l'anéantissent. Madame de Roy a choisi de l'anéantir. Et vous lui confieriez votre mère? Qui était Madame Monique Wauters, née le 30 avril 1940 et morte le 16 avril 2020, à 15 jours de ses 80 ans? Cette dame était danseuse. À 19 ans, elle croise la route de Maurice Béjart, venu s'installer à Bruxelles en 1959. Elle fera partie du ballet du XXe siècle, dès sa création l'année suivante. Elle se choisit comme nom de scène, et c'est comme ça que je l'appellerai moi, Madeleine Rivière. Son fils dit d'elle,
C'était une artiste. Elle avait la vie en elle. Ça brûlait à l'intérieur. Oui, en elle brûlait et brillait la flamme d'une humanité rayonnante. Comme disait Axel Kahn, être danseuse, c'est être dans l'espace, où le corps est un geste qui trace le mouvement. La danseuse est incarnation, elle est corps en mouvement. Madeleine Rivière a été toute sa vie en mouvement, voyageant avec le ballet du XXe siècle à travers le monde, traversant les civilisations. Elle a rayonné comme une étoile. Et c'est cette dame qui est morte, privée de toute civilité, c'est-à-dire de toute attitude bienveillante, sympathique, que l'on doit d'adopter pour autrui. Cette dame est morte, abandonnée comme une chose inerte, dans la négation de sa valeur intrinsèque, irréductible, humaine. Comment cela a-t-il pu se produire? Mais Madame de Roy vous dit tout. Elle vous dit ce qu'elle sait de la situation et de l'état de Madame Rivière. Elle sait que Madame Rivière était dans un état de mélancolie profonde. Elle sait qu'elle ne leur adressait plus la parole depuis 2 semaines, qu'elle refusait, dit-elle, de manger, qu'elle n'était pas bien hydratée. Et en même temps, elle vous dit qu'elle avait besoin d'aide pour boire et manger. Si donc elle ne mangeait ni ne buvait, c'est qu'elle n'était plus aidée. Ce n'est pas du refus, ça, c'est de l'abandon. Qu'est-ce qu'elle nous dit de sa propre responsabilité de venir en aide à Madame Rivière, Madame de Roy? Oh, souvenez-vous de ce silence fracassant en réponse à la question du président. Vous reconnaissez donc, Madame de Roy, face au public ici présent, avoir laissé mourir Madame Wauters dans sa chambre, seule et isolée de tous. Elle reconnaît, au bout d'un long silence, en 2 temps, qu'elle a, et c'est épouvantable à entendre, c'est inaudible, c'est insupportable, elle dit qu'elle a peut-être laissé mourir dans sa chambre, seule et isolée de tous, Madame Rivière. Et pourquoi? Parce que Madame de Roy n'a pas pu faire autrement. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle n'avait pas le temps. Elle ne voulait faire de mal à personne et ce n'était pas sa faute. Et par-dessus tout, cette phrase qui résonne et vous casse la tête. Mais je ne peux pas faire une dépression à chaque résident qui part. C'est une maison de repos, pas une crèche. On n'a le choix que de s'endurcir avec les années. En résumé, Madame de Roy est principalement une directrice qui n'a pas le choix, subsidiairement une infirmière qui n'a pas le temps. Elle se justifie, accrochée à la conviction qu'elle s'est forgée au fil des années. Je ne peux pas faire une dépression à chaque résident qui part. C'est une maison de repos, pas une crèche. On n'a pas le choix et on n'a que celui de s'endurcir avec les années.
Alors comment croire, après ça, qu'elle donne sa peau pour que les résidents se sentent aimés et soignés, qu'elle a juré d'aider à vivre, que c'est sa vocation, que c'était cela qu'elle voulait, sauver des vies? Si c'est vrai, elle s'est vraiment perdue en chemin. Nous savons que d'autres résidences ont agi autrement, via les jardins, via les fenêtres, on se voit, on se parle. D'autres résidences ont soutenu, encouragé d'autres solutions, en associant les familles. Que d'autres, on vous a cité, mais je veux le reciter, que d'autres, confrontés aux mêmes difficultés, au même moment, témoignent de leur souffrance de ne pouvoir aider comme il le faut. Samira, nous étions plusieurs à éprouver un sentiment de honte de ne pas pouvoir soigner les résidents comme il le fallait. Même leur donner à boire régulièrement était devenu difficile. Elle ne dit pas impossible, elle dit difficile, vu le nombre élevé d'absents parmi le personnel soignant. Samira ne se félicite pas d'être parvenue à s'endurcir. Madame de Roy, bien, on n'a pas le choix, au bout de toutes ces années, que de s'endurcir. Et je crois qu'elle trouve que c'est une solution. Lui confieriez-vous votre mère? D'un côté, Samira, toute occasion sera bonne pour essayer de faire mieux. De l'autre, Madame de Roy, l'abdication, c'est plus que la résignation, qui empêche de penser que quelque chose soit possible. Alors, à quoi nous obligent nos lois? Quel est le fondement de notre demande? Alors, nous avons une pyramide de normes et les mesures sanitaires sont au bas du plancher. C'est dire qu'il y a d'autres impératifs qui passent au-dessus de ces règles sanitaires. C'est dire qu'il est du devoir de chacun de refuser la loi illégale, injuste et destructrice de l'humain. Être Antigone, qui brave la loi des crayons pour enterrer son frère. Être Claudette Clovin, 15 ans, Rosa Parks, 42 ans, qui refusent de céder leur place, défiant la loi de la ségrégation raciale aux États-Unis. Être Martin Luther King à leur suite, être Gandhi bravant l'impôt sur le sel, la loi britannique, en marchant jusqu'à l'océan pour en fabriquer. Nous avons cette tradition historique et politique dans notre héritage de pays démocratiques. Quelle est notre pyramide? Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son préambule, qui proclame la foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine. En son article 1er, tous les êtres humains naissent libres, égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Nous en sommes loin, n'est-ce pas? Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, appelée couramment Convention européenne des droits de l'homme, article 3. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Constitution belge, article 159, l'exception d'illégalité, c'est-à-dire, si c'est illégal, on ne l'applique pas. Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois, et des juridictions belges ne s'en sont pas privées. Et la loi? Mais quand vous êtes soignant, on ne vous oblige pas à l'impossible, hein? Obligation de moyens, c'est quoi? Mettez tout en œuvre
pour poursuivre votre finalité, le but, le résultat que vous désirez. Sauver, guérir. On ne dit pas que vous devez sauver, guérir, vous devez tendre. Vous devez tout mettre en œuvre. Qu'a mis en œuvre Madame de Roy? Avez-vous entendu une seule mesure qu'elle ait pu créer, inventer? À situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Quelles sont ces mesures en question? Moi, je m'attache aux mesures de Madame de Roy, parce que c'est elle qui est à l'instant devant Madame Wauters. Ce n'est pas le ministre, hein. C'est elle qui est là. C'est d'elle que tout dépend. Qu'a-t-elle fait? Je n'ai pas entendu des plans, des propositions. Et c'est à se demander, elle est infirmière. A-t-elle une éthique professionnelle? Existe-t-il une éthique des soignants? Mais est-ce que Madame de Roy se souvient que sa vocation lui impose? Je vais parler latin, Monsieur le Président. De primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Est-ce que sa conscience professionnelle ne lui fait pas obligation de veiller aux bonnes pratiques, aux règles de l'art de sa profession? Voilà pourquoi il faut arrêter une telle incurie et condamner cette façon d'agir. Je vous repose la question. Vous lui confieriez, c'est tellement difficile, vous lui confieriez votre mère? La réponse que vous donnerez à cette question, c'est la réponse que vous donnerez au procès, en votre âme et conscience. Et j'espère que vous aimez votre mère. J'en ai fini, Monsieur le Président, parce que vous savez, on a peu de temps, et il faut dire le maximum en peu de temps. Dans le sillage et l'enseignement de cette pyramide qui pose l'irréductible valeur de l'humain, l'irréductible valeur de l'autre, j'ajouterai les paroles du docteur Axel Kahn, décédé le 6 juillet 2021, des paroles qu'il a dites 2 mois avant de mourir dans une émission de la RTBF, et Dieu dans tout ça. Et à propos de sa fin, précisément, sa fin de vie, il se disait qu'il voulait savoir s'il allait, comme on n'en a pas laissé l'occasion à Madame Wauters, Madeleine Rivière, Axel Kahn se demandait s'il allait pouvoir vivre pleinement humain jusqu'au bout du chemin. J'ai dit, Monsieur le Président, et je vous remercie. Je vous remercie, Maître Doman Mukwege. Avant de donner la parole à l'avocat de la défense, la parole est à vous, Monsieur le procureur, pour votre réquisitoire. Monsieur le Président, vous le savez fort bien, mais le public l'ignore peut-être. Je représente ici l'État. L'État qui veille à l'intérêt général. L'intérêt général qui prend ici la forme des intérêts particuliers de Madame Wauters, de feu Madame Wauters. C'est pourquoi l'État a décidé de poursuivre devant ce tribunal Madame de Roy. Les chefs d'accusation sont les suivants.
Madame de Roy est poursuivie pour traitement dégradant et homicide involontaire. Le traitement dégradant est défini par le Code pénal et je vous demande d'être particulièrement attentif aux termes qui sont utilisés par ce code pour les préventions qui sont retenues contre Madame de Roy. Le traitement dégradant désigne tout traitement qui cause à celui qui est soumis aux yeux d'autrui ou aux siens une humiliation ou un avilissement grave. Madame de Roy est poursuivie pour ce chef d'accusation parce qu'elle a, nous le savons, abandonné Madame Wouters dans un état de déshydratation et l'a privée des siens et de tout contact avec son fils alors qu'elle était dans un état dépressif grave. La seconde prévention qui est retenue contre Madame de Roy est l'homicide involontaire. Et là encore, je vous demande d'être attentif aux termes utilisés dans le Code pénal, parce que, bien sûr, la prévention est définie par le Code pénal. Cette prévention désigne l'action de tuer un être humain sans l'avoir voulu, par défaut de prévoyance ou de précaution. Madame de Roy est également poursuivie pour ce chef d'accusation pour avoir laissé mourir Madame Wouters de déshydratation et de tristesse. Et je ne reviendrai pas, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, sur le syndrome de glissement, que nous a fort bien expliqué le docteur Michelet. Il l'a dit lui-même. Il ne s'agit que d'une hypothèse, au mieux d'une supposition, mais certainement pas d'un élément prouvé. Il l'a reconnu dans son audition. Parce que, mesdames et messieurs, les faits dans ce dossier, et revenons aux faits, parlent d'eux-mêmes. Si Madame Wouters n'avait pas été privée de soins à minima, de visites et de contacts humains, eh bien, elle ne serait tout simplement pas morte. Ah, c'est l'État, bien sûr, qui a décidé de la mise en œuvre de ces mesures de confinement strict. Mais, pour sauver des vies, rappelons-le quand même. Ces mesures, en aucune façon, ne peuvent servir d'excuse à Madame de Roy pour avoir purement et simplement laissé mourir une résidente. Parce que si Madame de Roy avait veillé avec professionnalisme, elle exerçait son métier, au bien-être de ses résidents, eh bien, elle aurait mis en place les mesures nécessaires. Les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et mentale de chacun, pour accompagner les résidents au mieux au travers de cette période étrange de confinement strict, certes, mais ce confinement strict, les mesures en tant que telles n'ont duré que 2 mois. La vérité, mesdames et messieurs, et on l'a dit tout à l'heure, c'est que rien n'a été mis en place par Madame de Roy dans l'établissement des Rouges-Gorges. Les résidents ont été abandonnés. Ils ont été abandonnés à leur triste sort. Au-delà de l'abandon, ils ont été maltraités. Purement et simplement. Ils ont manqué de l'essentiel. Ils ont manqué d'hydratation. Ils ont manqué de nourriture. Ils ont manqué de soins. Ils se sont vus administrer des médicaments inutiles qui les ont réellement enfermés dans une prison chimique. Et surtout aussi, ils ont été privés de tout contact humain. Et cela, rien ne peut le justifier. Même les circonstances dans lesquelles Madame de Roy a exercé son activité au moment de ce drame. Alors, tout à l'heure, bien sûr, la défense essaiera de faire de ce procès celui de la collectivité. Un procès politique, une tribune, vous le verrez. Pourtant, il s'agit avant tout, mesdames et messieurs, il s'agit avant tout d'une question d'humanité. Votre audition, Madame de Roy, révèle que vous avez omis de vous poser une question fondamentale. La société dont je défends aujourd'hui les intérêts vous pose cette question. Cette question, c'est celle, Madame de Roy, de votre responsabilité d'être humain, de votre responsabilité individuelle et de votre responsabilité devant la loi. La question, Madame de Roy, c'est: ne pouvais-je faire mieux? Ne pouvais-je faire davantage? Ne pouvais-je en fait tout simplement faire preuve d'humanité
et ainsi éviter la mort d'une résidente qui était sous ma responsabilité. C'est bien de cela dont il s'agissait. Si vous vous étiez posé ces questions, Madame de Roy, et surtout si vous aviez accepté d'y répondre adéquatement, eh bien vous auriez évité d'être déclaré coupable par ce tribunal des chefs d'accusation qui sont retenus contre vous et qui vous accablent. J'insiste, si Madame Wouters avait bénéficié d'un peu de respect, d'un peu d'humanité, elle ne serait pas décédée aujourd'hui. Je demande donc, en ma qualité de procureur du roi, au public ici présent, de condamner Madame de Roy pour traitement dégradant et homicide involontaire sur la personne de Madame Wouters. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le procureur. La parole est à présent... La parole est à présent à vous, Maître Anglebert, en tant qu'avocat de la défense. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les jurés, vous avez ce soir la tâche de juger ma cliente. C'est une lourde tâche. On ne juge pas impunément son prochain. Personnellement, je préfère défendre. Mais rassurez-vous, je vais vous simplifier la tâche parce que ce soir, vous allez acquitter ma cliente. Vous allez l'acquitter parce qu'elle est innocente. Mais vous allez l'acquitter parce qu'on connaît les vrais coupables. Alors on vous l'a dit, ce soir c'est un procès où on tord un petit peu la réalité d'une procédure et donc on a un procureur du roi qui sait à l'avance ce que va plaider la défense. C'est évidemment original. Je pourrais plaider l'acquittement de ma cliente au bénéfice du doute. Le bénéfice du doute est une règle de droit pénal intangible. Le doute doit toujours profiter à l'accusé. Or, que nous dit le médecin légiste? Je cite son rapport, il nous l'a exposé. L'examen ne révèle aucune trace de maltraitance ou de violence, aucune trace de maltraitance ou de violence, et je ne peux pas déterminer la cause du décès. Je ne peux pas déterminer la cause du décès. C'est terminé. On ne sait pas de quoi Madame Wouters est morte. Comment voulez-vous qu'on en accuse ma cliente, Madame de Roy? Et contrairement à ce que Monsieur le procureur du roi vient de vous expliquer, il ne ressort d'aucun élément du dossier que Madame Wouters est morte de faim, de déshydratation ou d'absence de contact humain. Non, la cause de la mort est indéterminée. Ok, il y a la déshydratation. Il y a la déshydratation, mais encore une fois, revenons au dossier, revenons à l'expertise médicale. Que nous dit le médecin légiste? Je le cite, « Je ne peux pas faire la distinction entre privation volontaire ou privation provoquée par un tiers. » Peut-être que Madame Wouters s'est volontairement privée de boire. Peut-être. On ne sait pas. Mais quand on ne sait pas, doute. Alors, Monsieur Gilbert, sauf erreur, mais corrigez-moi si je me trompe, vous n'êtes pas médecin. Vous n'êtes pas médecin. Donc, vos petites appréciations sur la déshydratation, ça se trouve facilement, ça se voit facilement, on s'en passe. Pendant 1 an et demi, les experts du gouvernement ont expliqué aux citoyens qu'ils devaient se taire parce qu'ils ne connaissaient pas, ils n'étaient pas experts. Donc, ce soir, merci de nous dispenser de vos conseils. Je pourrais plaider le suicide. Oui, le suicide. Vous avez entendu hein, le syndrome de glissement. On a dit le suicide inconscient. Alors, une hypothèse, mais elle n'est pas exclue. Elle n'est pas acquise. Mais ce n'est pas à ma cliente à établir la réalité, c'est au parquet à prouver ce qu'il prétend être la réalité. Or, je constate que le médecin légiste n'écarte pas cette hypothèse. Alors, de nouveau, avec une certaine incohérence, à la question du président, s'est-elle suicidée? On répond, non, elle ne s'est pas suicidée. Mais en même temps, on vous dit qu'elle s'est peut-être laissée mourir.
ayant perdu le goût de la vie. Subtile distinction. Je pourrais encore plaider que mourir dans une maison de repos, ça n'est pas extravagant. Ma cliente l'a dit avec ces mots. Oui, les rouges-gorges, ça n'est pas une crèche. Que font, mesdames et messieurs les jurés, des résidents d'une maison de repos, d'un home, d'une seigneurie, d'une résidence-service? Alors maintenant, c'est devenu le terme qu'on ne connaissait pas, des EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Qu'est-ce qu'ils font tous? Ils attendent la mort. Ils attendent la mort. Tous. Et alors? Le résultat est garanti à 100%. Évidemment, mouroir, c'est moins sympa comme terme, hein, donc on n'utilise pas. Avec Sartre, on pourrait dire qu'ils ne sont plus rien, ils n'ont plus d'importance collective, tout juste des individus. En réalité, ils sont déjà morts. Est-ce que M. Wouters l'ignorait quand il a placé sa mère au rouge-gorge qu'elle allait y mourir? Placer sa mère, c'est moche. Bah, placer sa mère, comme un produit. Ah mais, il venait la voir tous les jours. Non, pas tout à fait. Tous les 2 jours. Enfin, il a ajouté environ. Monsieur Wouters ne sait même pas combien de fois par semaine il venait voir sa mère. Le traitement inhumain reproché à ma cliente, à qui peut-on le reprocher avant tout? Non, je n'ai pas répondu. J'ai posé la question. Une chose est certaine, si M. Wouters n'avait pas placé sa mère au rouge-gorge, elle n'y serait pas morte. Ah, mais c'est vrai, il nous a dit, vous ne pouvez pas m'en occuper. Elle devenait un peu légèrement sénile, j'avais pas le temps, je travaillais. Comme tout le monde ensemble. Monsieur Wouters travaillait, ben oui. Il ne sait pas qu'il y a des gens, j'en connais, qui travaillaient et qui ont gardé leurs parents chez eux jusqu'à leur mort, s'en sont occupés personnellement. Ils sont morts, hein, de toute façon, jusqu'à leur mort. Ça existe. Monsieur Wouters l'ignore. Chez Monsieur Wouters, on se débarrasse du vieux. On se débarrasse du vieux. Il nous l'a dit avec honnêteté. Il y a eu une dernière conversation téléphonique avec sa mère. Qu'est-ce que sa mère lui a dit? Elle ne lui a pas dit « je suis maltraité ici ». Elle ne lui a pas dit « Madame de Roy est imbuvable ». Elle lui a dit « pourquoi m'avoir enfermé là ?» Mais vous n'y êtes pour rien, Monsieur Wouters. Vous n'y êtes pour rien. C'est notre société. On est, on consomme, on jouit, on jette. L'obsolescence programmée, enfin appliquée aux vieux. Une fois qu'on n'en a plus besoin, ils vont disparaître. Heureusement qu'il y a dans notre société des citoyens et statistiquement des citoyennes qui font métier, comme ma cliente, de s'occuper d'accompagner les vieux jusqu'à la mort quand la famille ne peut pas le faire. Je pourrais plaider, mais je ne vais pas plaider cela, Monsieur le procureur du roi. Je ne vais pas plaider cela parce que ma cliente m'a demandé de ne pas le plaider. La brièveté, je reconnais, c'est un peu allongé, la brièveté de votre réquisitoire est à l'image de son inconsistance. Vous auriez dû relire Wittgenstein. Quand on n'a rien à dire, il faut se taire. Quant aux prétentions exprimées par la partie civile, je dois dire que c'est le comble de l'égoïsme. OK pour les autres, sauf que c'est Madame Wouters qui est morte. Des mesures qui ont sauvé d'autres personnes, mais Madame Wouters est morte. 1 sur 6467. J'y reviendrai. Combien de morts au Rouge-Gorge, Monsieur le procureur du roi? Quelles sont les poursuites que vous diligentez contre ma cliente? 1 morte sur 65 résidents. Alors,
la partie civile, c'est la tarte à la crème, hein, Antigone. Hein. Oh, Antigone a bravé la loi des hommes pour aller enterrer son frère. C'est vrai, mais enterrer son frère, ça n'est pas contagieux. Apparemment, mon confrère l'a oublié. Monsieur le procureur du roi, mesdames et messieurs les jurés, je ne plaiderai pas tous ces moyens qui devraient conduire à l'acquittement certain de ma cliente. Je ne le ferai pas parce que ce soir, la défense accuse. Les faits. Mars 2020, la pandémie prend des proportions tout à fait inattendues. Le 11 mars, les visites sont interdites dans les maisons de repos sur décision du gouvernement pour protéger les aînés qui sont une catégorie à risque, mais pour protéger aussi les soignants qui doivent s'en occuper. Le gouvernement, je cite, appelle les familles à collaborer. On vous a demandé de collaborer à ces mesures, qui ne sont pas très agréables, mais qui s'imposaient à tous. Est-ce que vous avez entendu cet appel? Que nous dit la ministre Lallieu, à l'époque présidente du CPAS, et Marius Gilbert nous en a fait le rappel. Je cite, « Il n'y a pas assez de tests de dépistage ». À l'époque, elle est présidente du CPAS de Bruxelles, donc elle a aussi des résidents dans des homes. « Il n'y a pas assez de tests de dépistage pour les occupants des maisons de repos et le personnel. Et on ne sait pas quand certains tests manquants vont arriver. » On ne sait pas. Et dois-je vous rappeler pour quelle raison le gouvernement a pris cette mesure d'interdiction de toute visite dans les homes? Ce n'est pas Madame de Roy qui l'invente, ce n'est pas moi qui l'invente. Je l'ai encore lu au moment de préparer ma plaidoirie sur le site du CPS de Charleroi. Je cite, « Ces mesures visent à étaler dans le temps les personnes qui seront touchées et de cette manière permettre au réseau hospitalier de pouvoir accueillir de manière optimale les personnes les plus sévèrement atteintes. » Mais oui, souvenez-vous, aplanir la courbe. Aplanir la courbe. Souvenez-vous encore, évidemment, pour les plus jeunes, ça va être un peu compliqué. Jean-Luc Dehaene, ministre de la Santé, 1986. Il supprime des lits. Il y a trop de lits dans les hôpitaux. Et puis après, il se dit, surtout qu'on le fait, il supprime des hôpitaux. C'est plus efficace. Il y a trop d'hôpitaux. Il y a trop d'hôpitaux. Vous savez pourquoi? Parce que les hôpitaux, ça coûte cher. Et ça ne rapporte rien. Et donc, Célie Nieuwenhuis nous l'a rappelé, on supprime des lits, on gère. En d'autres termes, mesdames et messieurs les jurés, la première responsable de la mort de Madame Wouters, c'est la politique néolibérale que depuis plus de 30 ans, on nous impose, et qui impose au commun des mesures de concurrence et de rentabilité. C'est le New Public Management de l'école de Chicago qui a supprimé les lits dans nos hôpitaux. Et comme ces lits étaient supprimés, les vieux malades dans les EHPAD n'ont pas pu aller dans les hôpitaux parce qu'il fallait aplanir la courbe. Et donc, ils devaient, excusez-moi, crever dans les maisons de repos. Et pour éviter qu'ils crèvent tous, le gouvernement a pris la mesure dont nous parlons ce soir, l'interdiction de toute visite, mesure qui a permis de sauver. Mais ça n'intéresse pas, hein, M. Wouters, la partie civile. Mesure qui a permis de sauver toute une série d'autres personnes. Nous avons une première coupable, mais, Monsieur le procureur du roi, la défense ce soir accuse, et je vous demande ce que vous avez fait, ce que votre office a fait pour les 6466 autres victimes. Dois-je vous rappeler ce que le professeur Friedman, excusez du peu, déclare à l'RTBF le 15 mai 2020. On a laissé mourir des gens dans des conditions inhumaines en masse, 4800 personnes, c'était en mai, donc 6467 en octobre. C'est en masse. Chacun qualifiera, je suis scandalisé, ces familles ont le droit, les gens sont morts, ils ont souffert. Et une fois qu'il a posé ce constat, le professeur Friedman, qu'est-ce qu'il demande? Il demande que la justice soit saisie. Mais pas juste une directrice d'un home. Hein. Il dit ceci, la clarté doit être faite.
La justice va pouvoir faire son travail, les politiques n'ont pas voulu d'une commission d'enquête, c'est parfait. Ce qu'il faut, c'est un juge d'instruction, voire plusieurs, pour aller voir en profondeur, ce serait bien. Vous imaginez l'ampleur du dossier dans les 3 régions. Et il confirme la raison du massacre. Pour aplanir la courbe, il ne fallait pas admettre dans les hôpitaux les vieux des maisons de repos. Mais alors, pourquoi uniquement Madame de Roy, monsieur le procureur de Roy? Le professeur Friedman n'a pas peur, lui, de qualifier les faits qui nous occupent justement. Il nous dit, c'est l'histoire d'un massacre de masse. Et d'ajouter, tout le monde se souvient de l'affaire du sang contaminé en France. Ça a été jugé aux criminels. Et pas les infirmiers qui ont fait les transfusions, hein. Rappelez-vous, Laurent Fabius, Premier ministre, et 2 ministres de la Santé, jugés et condamnés par la Cour française. Et pendant ce massacre, là sous nos yeux, mars, avril, mai 2020, que faisiez-vous, monsieur le procureur de Rouen? Ah oui, j'oubliais. Vous avez arrêté et fait condamner un individu qui se promenait à 21h, seul, devant les abattoirs d'Anderlecht parce qu'il n'avait pas mis son masque sur son nez. Vous avez fait interpeller dans la rue des jeunes, des adolescents. Ah, ils avaient leur masque. Mais ils discutaient à 5. Et ce jour-là, la bulle sociale était 4. Avec la bulle sociale, on ne rigole pas, monsieur le procureur de Rouen. Et alors, on ne rigole pas non plus avec les jeunes. Hein. Face au mur, fouillés, humiliés et en silence. Qu'est-ce que vous avez encore fait? Ah oui, vous avez envoyé vos policiers dans les maisons pour voir si on ne faisait pas la fête. Parce que faire la fête... Et eux, pour tabasser une maman un peu énervée, par ailleurs. Cerise sur le gâteau, monsieur le procureur de Rouen, vous avez fait interdire un concert dans une église d'un guitariste qui jouait devant 15 personnes. Et les policiers sont arrivés et ont interrompu le concert, alors qu'au même moment, la loi autorisait une messe dans les mêmes conditions. On comprend bien que le C de CDNV, c'est nicht voor cultuur, maar voor Christen. Pendant 1 an et demi, monsieur le procureur, pendant 1 an et demi, vous avez poursuivi et fait condamner tous ceux qui n'ont pas respecté les règles édictées par notre ministre de l'Intérieur. Entre mars et octobre 2020, 106 119 personnes ont été verbalisées. Plus de 100 000 personnes. Et maintenant que les restrictions sont un peu moins drastiques, vous poursuivez quelqu'un qui a respecté les règles imposées par Madame la ministre de l'Intérieur. Vous auriez pu, hein, monsieur le procureur, vous auriez pu requérir le non-lieu devant la Chambre du Conseil plutôt que le renvoi de ma cliente en reconnaissance. Vous auriez pu ce soir plaider l'acquittement, ça ne vous aurait pas déshonoré. Vous auriez pu le faire. Mais non, parce que au parquet, poursuivre, c'est une passion. Sauf les vrais responsables. Où sont vos actes? Où sont vos poursuites à l'égard des véritables responsables, monsieur le procureur du roi? Mais quel responsable? Je vais vous le dire. C'est dans le rapport d'Amnesty International qui a déjà été cité par nos témoins. Je cite, « Ces chiffres faramineux, on parle du nombre de vieux morts dans les Haumes, sont la conséquence désastreuse du manque de réactivité de Madame de Roy. » Ah non, c'est du manque de réactivité des gouvernements belges. Les autorités ont échoué à mettre en place des mesures rapides et suffisantes. Les autorités, hein, pas Madame de Roy, pas les directrices des Haumes. Autant de manquements qui ont conduit au décès d'un grand nombre de résidents.
Monsieur le procureur du roi, vous vous êtes trompé de procès. Ce n'est pas Madame de Roy qui devait se trouver dans le box des accusés ce soir. C'est la ministre Annelies Verlinden, ministre de l'Intérieur, et la Kyrielle de ministre de la Santé que compte notre grand pays. C'est pour cette raison, mesdames et messieurs les jurés, que dans quelques instants, vous allez acquitter ma cliente. J'ai dit. Merci, Maître Anglebert. Nous allons à présent passer au vote. Monsieur le Président. Oui. Je voudrais vous lire une lettre, c'est pas grand-chose, c'est quelques mots de ma mère avant de mourir. Mais cette pièce n'a pas été communiquée à la partie adverse, vous ne pouvez pas la lire. Mais Monsieur le Président, c'est pas... Non, je suis désolé. Passons au vote. Vous avez reçu en entrant dans cette salle un carton rouge et un carton vert. Quand Madame la greffière vous en donnera l'ordre, vous lèverez le carton de votre choix. Si vous estimez Madame de Roy coupable de traitement dégradant et d'homicide involontaire, vous lèverez le carton rouge. Si vous estimez Madame de Roy innocente, vous lèverez le carton vert. Voilà. C'est donc à vous de voter à présent, mesdames et messieurs. Donc, à mon signal, je vous demanderai de montrer le carton de votre choix et de laisser le bras levé le temps que nous fassions le décompte. Alors, vous êtes prêts? Madame la greffière, je vous en prie, oui. Une vie est en jeu ici. Ah oui, pardon. Bien, donc 3, 2, 1, levez le bras, s'il vous plaît. Ouais. Qu'en pensez-vous, Madame la greffière? Bah, il y a une tendance, je dirais. Une tendance écologique? Une tendance écologique, on peut dire. Laissez, Madame la greffière, je m'en occupe. Et si jamais il y avait le même nombre de rouges que de verts, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on aurait fait, là? Ah, dans ce cas, c'est bien simple, on recommence tout depuis le début. Ah oui, quand même. Mais non, je plaisante. C'est moi qui tranche. Bon. Je crois, Madame la greffière, qu'ils peuvent abaisser leurs mains. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense. Ils peuvent abaisser leurs mains. Madame de Roy, levez-vous, je vous en prie. Madame de Roy, le jury populaire ici présent vous déclare non coupable. Mon fils, alors voilà, la vie s'en va. Elle s'en va, tu sais, alors qu'elle était là. Je me souviens de chaque mouvement, mais seules mes mains dansent à présent. Je voudrais tant foutre le camp pour vivre plus grand, plus intensément. Mais la vie est là. Elle s'égrène doucement, comme un hiver sans fin, comme une nuit sans lendemain. Pour passer le temps, je me souviens si bien. J'en ai rencontré des passeurs d'étoiles, des montreurs de rêves, des faiseurs d'utopie. Ils sont loin aujourd'hui. Je devrais te donner une recette pour exister, comme celle du clafoutis ou du flan pâtissier. 3 étapes pour faire de votre rêve une réalité. Éliminer la peur, la cuire à 180 degrés, faire preuve d'audace, touiller, sans vous arrêter, avoir les pieds bien ancrés et laisser reposer. Mes pieds ne touchent plus jamais le sol maintenant. Ils flottent au bout de ce lit blanc. Le monde peut être si gris, si laid, et l'on manque de chevaliers pour le défier. Dans ces moments-là, je fais comme Montaigne. Tu te souviens? Je te le répétais